Bien, bonsoir à tout le monde. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire du 7 mars 2022 sur les actualités réglementaires européennes et les incidences concrètes sur les missions, sur vos missions. Donc, moi, je suis Francis Duruflé, je suis vice-président de la Fédération professionnelle du drone civil. Et donc, je voulais tout d'abord remercier les personnes qui ont permis de préparer ce webinaire. Donc, les présentations, les invitations. Donc, merci beaucoup. Et aujourd'hui, comme Philippe l'a expliqué, on aura une intervention de Nicolas Marcoux. Tout d'abord, en quelques mots, pour les modalités pratiques, ce qu'on demande, mais vous devez avoir l'habitude, c'est de couper le micro tant qu'on n'a pas besoin de poser une question ou de prendre la parole. Ça, c'est pour le confort de tous. Ensuite, ce webinaire, comme la plupart des webinaires de la FPDC, est enregistré. Et donc, pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion d'y assister, mais qui s'étaient inscrits, ils pourront avoir une liaison pour télécharger l'enregistrement. Donc, voilà pour les côtés pratiques. Donc, c'est un webinaire qui va durer 1h30. Et je vais commencer d'abord par quelques mots d'introduction sur notre intervenant extérieur, donc Nicolas Marcoux, que je salue. Et alors, en quelques mots, certains doivent connaître Nicolas Marcoux. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Nicolas Marcoux, donc Nicolas a passé toute sa carrière à la DGAC, principalement dans les domaines de la sécurité et de la navigation aérienne. Il a été aussi au département investigation au BEA, donc certainement un spectateur attentif de Boîte Noire. Et il a ensuite été adjoint au chef des services de navigation aérienne de la région parisienne. Aujourd'hui, il est à la direction de la sécurité de l'aviation civile, ce qu'on appelle la DSAC, et il est directeur de programme drone. Le rôle principal porte sur la définition de la stratégie française de sécurité des drones, ainsi que la définition et la mise en œuvre de la réglementation de sécurité UAS. Donc, un des sujets qui nous intéresse, évidemment. Donc, ce travail se fait évidemment en liaison avec toutes les directions techniques de la DSAC et les autres directions, la DGAC, c'est-à-dire la DTA et la DSNA. Alors, c'est aussi en liaison avec les institutions européennes et internationales, comme l'OACI, JARUS ou l'EASA. Et aussi en liaison avec la filière française. Donc, pour certains, on connaît Nicolas au travers notamment du Conseil pour les drones civils, au sein de laquelle il anime le GT Transition vers la réglementation européenne des drones. Voilà. Et côté international, donc Nicolas Marcoux est le représentant français au NARIC, qui est le groupement des autorités de surveillance en charge de la mise en œuvre de la réglementation UAS. C'est le point focal français à Jarus et également le point focal auprès de l'EASA sur les questions des drones. Donc, merci encore à Nicolas d'avoir bien voulu participer à ce webinaire qui, au dernier décompte, on doit avoisiner environ 90 personnes qui se sont inscrites pour ce webinaire. Voilà. Donc, maintenant, je vais laisser la parole et je vais couper mon micro, je vais laisser la parole à Philippe Boyadjis qui va pouvoir commencer la présentation. Très bien. Merci Francis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir pour parler réglementation européenne et de manière très pratique. C'est vraiment notre objectif ce soir de ne pas vous faire une présentation académique de la réglementation européenne, vous la connaissez déjà, mais plus d'essayer d'avoir des focus sur des points pratiques qui vont avoir une influence sur vos missions dès cette année, mais également dans les années qui viennent. Donc l'image que vous voyez, je pense qu'on voit tous la déferlante devant nos yeux. Donc la déferlante, c'est un petit clin d'œil, c'est deux choses. C'est effectivement cette réglementation pour ceux qui ont lu les dizaines, centaines de pages, il y a effectivement une substance importante au niveau réglementaire à intégrer.
le surfeur, bah, c'est vous. Et l'objectif de la fédération, bah, c'est de vous aider à surfer sur cette vague, à maîtriser et à ce qu'on arrive à maîtriser ensemble cette nouvelle réglementation. L'enjeu étant à la taille de cette déferlante, c'est-à-dire le marché européen. Et l'idée, c'est donc d'avoir les meilleures armes possibles pour étendre nos activités, tant en France que dans les autres pays européens, grâce à cette réglementation qui va progressivement devenir homogène. Alors, sur le slide suivant, vous avez la présentation des intervenants qui a déjà été faite. Juste un mot me concernant pour le sujet de JEDA, donc JEDA qui veut dire Joint European Drone Association, donc qui est une confédération dont certains ont déjà entendu parler, mais peut-être certains non. Donc c'est pour ça que je me permets une petite aparté. Donc cette confédération a été créée l'année dernière et formalisée cette année. Elle rassemble toutes les fédérations dans le domaine du drone des pays européens, du moins elle est destinée à ça. Actuellement, il y a 18 pays qui sont représentés. Et la fédération a participé à cette initiative depuis 1 an. Et donc, moi-même, je suis au bureau exécutif de JEDA. Et notre objectif, et l'objectif de JEDA, est de porter la voix des exploitants et des pilotes auprès des organisations européennes, auprès, pas uniquement réglementaires, mais surtout, donc les ASA et la Commission européenne, et également de porter haut les couleurs de la filière drone et d'essayer de contribuer à son développement en unissant nos forces, donc les différentes fédérations. Voilà, donc vous aurez sans doute à entendre parler, je l'espère à nouveau dans les mois qui viennent, de JEDA. Alors cette présentation, alors je ne sais pas si Nicolas, un petit mot d'introduction avant de démarrer. Oui, merci, merci pour cet accueil et merci Francis du coup d'avoir un peu présenté mon activité, donc je vais pas trop revenir là-dessus, mais je trouve que c'est une très bonne opportunité de pouvoir échanger avec vous. Comme tu l'as dit, Philippe, l'idée est de faire quelque chose qui ne soit pas forcément très très formel avec une présentation, mais plus d'être dans un mode interactif avec des questions, des réponses. On a un certain nombre de questions préparées à l'avance, mais je compte bien sûr sur l'audience pour poser un certain nombre d'autres questions et j'y répondrai avec plaisir. Merci Philippe. Merci Nicolas. Donc on va passer au premier slide, qui est un slide récapitulatif de l'agenda et de la manière dont va s'appliquer la réglementation actuellement jusque dans les années qui viennent. Donc vous avez 3 périodes principales, aujourd'hui jusqu'à fin 2023, ensuite 2024-2025 et enfin la période finale à partir du 1er janvier 2026. On va parler des incidences et donc de l'avancée, de la mise en place réelle de la réglementation, puisque, comme vous le savez, on est actuellement en réglementation européenne depuis un peu plus d'1 an, mais elle s'applique réellement de manière définitive, de manière progressive. Donc, pour chaque catégorie, de manière un petit peu différente. Donc, vous avez en colonne la catégorie ouverte. La catégorie spécifique qu'on a présentée sur 2 lignes, d'une part pour parler de l'application de la catégorie spécifique dans le cadre des scénarios, et après la catégorie spécifique dans le cadre des autorisations. Donc, on va voir maintenant, Francis, pour chaque période, comment on va se mettre en application cette réglementation. Donc, de 2022 jusqu'à 2023, on est en catégorie ouverte limitée, c'est-à-dire qu'on peut travailler dans le cadre de la catégorie ouverte, dans les conditions de la catégorie ouverte, mais catégorie ouverte limitée, notamment parce qu'on ne dispose pas encore de drones de classe
Donc, on parle de limité puisque les possibilités sont limitées tant en termes de masse que de distance aux personnes. Au niveau de la catégorie spécifique et des scénarios, pendant cette période-là, donc jusqu'à fin décembre 2023, donc il y a eu un petit glissement, on va dire, au niveau de ces dates. On est en scénarios nationaux de manière transitoire, les S1, S2, S3 que vous connaissez bien. Au niveau des constructeurs, si vous donc construisez des drones, les dernières attestations de conception vont donc être délivrées fin décembre 2023. Au niveau de la catégorie spécifique sur autorisation, là, on est depuis le 1er janvier 2021 dans une configuration définitive avec l'application de la SORA, donc qui est une méthode d'évaluation des risques et de réduction et de montrer comment on va maîtriser justement les risques liés à l'opération. Sur la période suivante, donc il y a eu ici un recalage qui permet d'avoir des étapes qu'on va passer en même temps au niveau de la catégorie ouverte et de la catégorie spécifique. Donc à partir du 1er janvier 2024, la catégorie ouverte va être définitive et obligatoire, c'est-à-dire que on croise les doigts, on l'espère très fort, on aura donc des drones de classe pour pouvoir travailler en catégorie ouverte à ce moment-là. Ensuite, en catégorie spécifique, il y aura une adoption de principes obligatoires des scénarios européens, donc les STS 01 et STS 02. Deux principes, par contre, facultatifs pour les exploitants qui seront déjà déclarés au 1er janvier 2024. Donc, si vous êtes déjà exploitant, vous aurez, à partir du 1er janvier 2024, la possibilité, mais pas l'obligation, d'adopter les scénarios européens. Bon, pour la partie catégorie spécifique, autorisation, pas de changement, toujours application de la méthode SORA. Et enfin, la dernière période, le 1er janvier 2026, qui va nous permettre de travailler dans les catégories ouvertes et spécifiques de manière définitive, avec donc des drones de classe, avec les formations adaptées, avec un MANEX adapté et des missions adaptées à la nouvelle réglementation européenne, ce qui veut dire qu'à partir du 1er janvier 2026, on pourra réellement travailler de la même manière dans tous les pays européens, alors évidemment sous la réserve des règles de sûreté publique qui sont spécifiques à chaque pays. Alors la catégorie certifiée, je vais laisser le soin à Nicolas de vous apporter des informations là-dessus. Donc, on peut, voilà, réglementation en cours d'élaboration, sachant que la catégorie certifiée, c'est notamment transport de marchandises dangereuses, transport de personnes. Donc, Nicolas, à quand la mise en place de cette catégorie certifiée? Oui. Alors, cette mise en place, elle va être très progressive également. Le HASA a annoncé qu'ils allaient avoir un rythme de consultation assez soutenu avec une NPA, enfin donc une consultation tous les ans ou tous les 2 ans et des amendements des textes. Pour le moment, ils se focalisent sur les choses qu'ils jugent les plus urgentes, à savoir un sujet qui n'est pas vraiment un sujet drone, hein, qui est le vol de taxi aérien piloté. Donc ça fera l'objet de la première NPA parce qu'on a un certain nombre de constructeurs d'eVTOL qui sont en cours de certification pour un usage piloté. Et pour les Sail 5 et 6 qui vont nécessiter la certification des vecteurs, la publication
des special conditions UAS, donc des conditions de certification des UAS pour ces catégories-là, qui devraient permettre de faire, on va dire, de commencer à voler en zone urbaine avec des drones très robustes. Dans un premier temps, le long de couloirs prédéterminés. Et puis progressivement, on assistera à une forme de libéralisation, hein, je dirais, de ce point de vue-là, avec une NPA, la NPA suivante, que donc on pourra attendre, je pense, à l'horizon 2024-2025, qui permettrait les vols logistiques en free flight, c'est-à-dire sans couloir, qui permettra aussi le vol en eVTOL dronisé, et environ 1 an ou 2 ans après, donc à l'horizon 2027, mais je pense que ce sont des calendriers qui sont très très optimistes, la possibilité de droniser du cargo, du gros hélico, etc., etc. Voilà. Bon, c'est le calendrier prévisionnel de l'EASA. Je pense qu'au-delà de 2-3 ans, on n'a pas une visibilité très très nette. Mais la première étape, c'est ça. Ce sont les eVTOL pilotés et la logistique urbaine en corridor. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as des éléments à ajouter au niveau de l'agenda. Si on Non, passe... c'était assez clair. Après, on pourra revenir dessus dans les questions. C'est vrai qu'il y a eu un gros amendement de la réglementation il n'y a pas très longtemps, à notre initiative, hein, d'ailleurs, comme la précédente, liée à la constatation que les drones, enfin que les normes industrielles pour les drones de classe mettaient longtemps à être publiées, et donc les drones de classe vont tarder un peu à arriver sur le marché. C'est ce qui nous a poussé à demander ce décalage des dates qui a été voté unanimement par l'ensemble des États membres. J'espère que ce sera le dernier report et que les drones de classe vont commencer à arriver sur le marché, mais on restera vigilant dans tous les cas. Si on se rend compte que la situation est toujours bloquée d'ici 1 an et demi, on fera les mêmes demandes. Ok, très bien. Merci Francis. On va passer à la slide suivante. Donc, comme je vous le disais, on va voir maintenant en 4 étapes, 4 sujets, encore une fois très pragmatiques. Les incidences de la réglementation européenne, du point de vue de l'exploitant, du point de vue du pilote et de sa formation, du point de vue des drones, et enfin du point de vue des missions. Alors, on va commencer par l'exploitant. Donc, l'exploitant, nous sommes maintenant tous des exploitants européens, déclarés en tant que tels sur Alpha Tango, exploitants européens. Après, la question qu'on peut se poser, c'est dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut intervenir dans toutes les catégories? Est-ce qu'on peut intervenir dans tous les pays de la même manière? Donc, c'est un petit peu les questions qu'on va se poser ensemble sur cette thématique, et commencer tout de suite avec la première question. Dois-je m'enregistrer dans plusieurs pays européens si j'ai des missions hors de France? Ouais. Alors déjà, on va faire un peu de terminologie, hein, vraiment pour être très très clair. L'enregistrement en tant qu'exploitant d'UAS, donc ça c'est une obligation européenne et c'est bien un enregistrement. Faut pas la confondre avec la déclaration suivant les scénarios standards. Donc quand je vais parler d'enregistrement et de déclaration, je parle de 2 choses différentes. On est enregistré en tant qu'exploitant d'UAS dès qu'on vole en catégorie ouverte avec un drone qui fait plus de 250 grammes ou un drone équipé d'une caméra. Évidemment, a fortiori, dès qu'on vole en catégorie spécifique et plus tard en catégorie certifiée. L'enregistrement, elle est liée à votre état, à votre siège social en fait, donc vous enregistrez dans l'état où vous avez votre siège social. J'imagine que pour l'immense majorité des gens autour de cette table, ce sera la France. Donc sur Alpha Tango, et vous ne vous enregistrez qu'une seule fois dans votre état, dans votre premier état votre état de siège social, et à partir de là, c'est la DESA qui devient votre autorité de surveillance.
Quand vous allez dans un autre pays, vous appliquez les règles européennes, mais vous ne vous réenregistrez pas. Ça n'est pas utile. D'ailleurs, au passage, quand il y aura les scénarios standards européens, vous ne vous redéclarerez pas non plus, suivant les scénarios standards européens. Vous ne vous déclarez qu'une seule fois, c'est dans votre pays d'enregistrement. Voilà. Okay. Question suivante. Je peux peut-être compléter quand même pour un exploitant étranger. Un exploitant issu de l'Union européenne, il va s'enregistrer évidemment dans son état de siège social. Par contre, un tiers, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas dans l'Union européenne ou plutôt dans les États EASA, parce que c'est un peu au sens large, lui, en fait, pour le moment, il n'a pas le droit de voler en Europe tant qu'il ne s'est pas enregistré dans un pays. Et à partir du moment où il s'enregistre dans un État, qui est son État de première opération, il devient en fait formellement un exploitant de cet État-là. Et il doit totalement se conformer à la réglementation européenne. Voilà. D'accord, très bien. Merci. Donc la question suivante qui m'est régulièrement posée, c'est en fait l'existence de la catégorie spécifique et de la catégorie ouverte. Et c'est vrai qu'un exploitant, notamment parce qu'intervenir en catégorie ouverte et en catégorie spécifique ne demande pas la même qualification. Donc la question, c'est est-ce qu'un même exploitant peut aujourd'hui faire une mission en catégorie ouverte et demain la faire en catégorie spécifique et donc se déclarer sur Alpha Tango pour la catégorie spécifique et pour la catégorie ouverte. Oui, un exploitant, en fait, voilà. Contrairement à avant, où on avait une délimitation très claire entre loisirs, activités particulières, etc. Les catégories, c'est juste le niveau de risque de l'opération. Donc, vous pouvez être un exploitant qui menait des opérations avec des niveaux de risque très différents et donc des obligations très différentes entre une opération et une autre. Donc, si vous menez une opération à faible risque qui rentre dans le cadre de la catégorie ouverte, vous pouvez voler en catégorie ouverte. Si le lendemain, vous avez besoin d'une opération avec un risque plus élevé, par exemple en espace public en agglomération, ou parce que vous voulez faire du hors-vue en scénario S2, eh bien, vous pouvez vous déclarer suivant les scénarios standards. Et voilà, et vous serez exploitant dans plusieurs catégories. On peut même imaginer à terme qu'il y ait des gens qui soient aussi exploitants en catégorie certifiée pour mener des opérations très très risquées avec des drones certifiés. Voilà, c'est pas mutuellement exclusif. Voilà. Donc la conséquence de ça, c'est que en fait le niveau d'exigence que vous allez avoir, il va dépendre du niveau de risque de votre opération. Et donc, étant donné qu'un vol en espace public, en agglomération, est plus dangereux parce qu'il y a des tiers tout autour, pour le moment, en tout cas en législation française, j'y reviendrai un peu, pour le moment, on a autorisé que les missions en scénario S3, en espace public. Par contre, vous êtes en terrain privé, vous êtes chez vous, oui, vous pouvez représenter un risque pour votre famille, mais on imagine que vous en êtes responsable. Là, vous pouvez voler en catégorie ouverte. C'est un peu comme avant où vous pouviez voler en loisir dans votre jardin, mais par contre, si vous étiez en espace public, il fallait absolument être en scénario S3. Alors, peut-être un petit focus sur l'espace public en agglomération. Effectivement, l'interdiction de voler en catégorie ouverte en espace public en agglo, c'est quelque chose de franco-français. C'est pas formellement interdit par la réglementation européenne. On a été prudent là-dessus. On a été prudent parce que on souhaitait pas que ouvrir finalement les vannes à tout un tas d'utilisateurs de loisirs mal formés qui voleraient en catégorie ouverte sans vraiment comprendre très très bien quelles sont leurs obligations. Et donc on a maintenu en fait, en espace public en agglo, l'interdiction qui était pour le loisir auparavant. Alors, ça peut provoquer certains blocages, on en a bien conscience, notamment, il faut bien prendre conscience qu'on a des scénarios européens, le STS 01, vous le lirez, qui est quand même pas tout à fait aligné avec le S3, notamment pour les drones à faible masse. Donc, on est en train de réfléchir à ouvrir l'espace public en agglomération à la catégorie ouverte également, mais on va dire sous condition, c'est-à-dire quelque chose qui permettrait quand même de garantir un minimum de contrôle, de sorte à ce qu'on soit pas avec tout un tas
enfin voilà, de dronistes de loisirs qui comprennent pas leurs obligations et qui créent des accidents, soit vis-à-vis des personnes ou vis-à-vis de la circulation. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a commencé à engager. On communiquera sur le sujet dans les 2 années à venir, je pense, même peut-être un peu plus long. On n'a pas aujourd'hui d'urgence absolue à le faire. Ce sera plus urgent quand on commencera à approcher de la fin de nos scénarios standards nationaux. Mais pour le moment, on a ces scénarios standards nationaux, on s'y tient, ils permettent de garantir un bon niveau de sécurité, même si c'est un peu plus exigeant pour les télépilotes, mais je pense que la sécurité n'a pas de prix de ce point de vue-là. Bon, après, effectivement, dans d'autres pays européens, il y a possibilité en open de piloter en catégorie ouverte, mais les professionnels de ces pays-là n'y sont pas du tout favorables, pas tellement pour des raisons de concurrence, mais pour des raisons de sécurité. Et c'est vrai que bon, si la France assouplit, peut-être que d'autres pays vont faire un chemin inverse et que Ça a regardé. et que vous allez peut-être vous retrouver à un moment donné. Oui, mais si on se parle beaucoup hein, avec les autres États membres, donc c'est pas des décisions qu'on prend à la légère dans tous les cas. Après, faut quand même regarder le niveau de danger, hein, c'est-à-dire que quand on se retrouve avec des drones extrêmement légers qui font moins de 250 grammes, bon, dire on peut mener une activité professionnelle avec, avec une formation un peu allégée, enfin voilà, ça me choque pas spécialement. Hein. Le drone représente un faible risque, on veut prendre quelques photos, voilà. Bon, mais voilà, c'est tout ça qu'il faut regarder. Ok. Francis, question suivante. Merci. En cas d'intervention en ouvert et en spécifique, concernant notre MANEX, est-ce qu'on doit intégrer les missions réalisées en catégorie ouverte dans son MANEX? Alors je dirais formellement non, parce que le MANEX, il est quand même très lié à la catégorie spécifique. Cela étant, vous lirez dans les obligations de la catégorie ouverte que si vous êtes un exploitant avec plusieurs télépilotes, vous devez avoir défini des consignes opérationnelles. Il n'y a rien de plus, c'est pas plus détaillé que ça dans la réglementation européenne, mais ça sous-entend un petit peu que si vous avez une action de plusieurs personnes à coordonner, c'est pas absurde d'intégrer des consignes opérationnelles propres dans le MANEX. Du point de vue de la sécurité, je dirais, vous engagez votre responsabilité. Alors, c'est pas une obligation réglementaire. Maintenant, vous avez des assurances, vous avez un niveau de sécurité à assurer. Vous devez garantir, surtout si vous avez plusieurs télépilotes, qu'ils appliquent les mêmes procédures. Se dire, j'intègre toutes mes consignes et mes procédures dans le MANEX, c'est loin d'être absurde. Voilà. Moi, je ne peux que vous recommander de le faire, mais il n'y a pas plus d'accroche réglementaire que ça dans la réglementation européenne. Okay. Question suivante. Alors, les questions suivantes, ce sont les vôtres. Alors, je vois une contribution d'AEP Drone que je lis. Je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Les CERFA C5 et C6 sont-ils prêts? Qu'en est-il? Sinon, où puis-je les trouver? Attendez, alors C5, C6, il n'y a pas de CERFA. Hein. C'est pas C5, C6, ce sont des classes de drones et c'est au constructeur de faire la démarche de montrer la conformité de son drone. Alors, je vais pas vous relire le règlement 945, hein, je vous invite à le lire parce qu'il vous montre en fait les obligations du constructeur, mais on n'est pas sur un processus formel type aviation civile, DGAC, enfin tel que vous avez l'habitude, on est vraiment sur un processus produit. C'est-à-dire c'est le même type de processus qui s'applique dans l'Union européenne, que vous construisiez un drone, que vous construisiez un ordinateur, un smartphone, une baignoire, etc. À chacun de ces objets-là, il y a un certain nombre d'exigences de haut niveau et des normes industrielles et un marquage CE avec des règles à suivre qui sont propres aux produits. Alors par contre, pour répondre plus avant sur les questions C5, C6,
les normes industrielles, elles sont encore en cours d'élaboration. On va pas les voir, à mon avis, avant 1 an ou 2. Là, pour le coup, c'est vraiment à la main des constructeurs. Donc, quelque part, si vous êtes constructeur et que vous voulez que ça aille plus vite, je pense qu'il faut s'investir dans les groupes de normalisation pour que ces normes industrielles sortent plus rapidement possible. Ok. On va prendre une question et après on va passer au point suivant, sachant que vous aurez sans doute à la fin la possibilité de poser à nouveau des questions. Une question de principe qui est intéressante. Pourquoi avoir passé l'altitude d'évolution, la hauteur d'évolution de 150 à 120 mètres? Alors, c'est pas à notre demande. Nous, on voulait la maintenir à 150, mais le HASA a estimé qu'entre 150, qui est le plancher des aéronefs habités, donc 500 pieds, et les évolutions de drones, il voulait un buffer. Il voulait garantir qu'il y ait une petite zone tampon, de sorte à ce que finalement, on se retrouve pas avec un drone qui est à 150 mètres et un avion habité qui est à 500 pieds et qui pourrait se rencontrer. Et donc, ils ont fait ajouter ce buffer de 30 mètres entre les 120 et les 150. Voilà. Okay. Alors, je vois des questions qui concernent les drones ou la formation qu'on va voir après. Donc, je vous propose qu'on passe au point suivant. Et j'ai vos questions en même temps sous les yeux que je vais essayer de ne pas oublier de reprendre après. Donc, le pilote à distance. Donc là, on va voir le sujet du pilote. C'est vrai que tous les exploitants se posent la question de la mise à jour des compétences des pilotes. Si on embauche un pilote, quelles compétences on va lui demander en fonction de ce qu'on va lui faire faire en France ou dans un autre pays européen. Donc la question est très importante. Elle est importante aussi parce que la qualification tous les 5 ans devra être mise à jour. Donc, c'est toutes ces modalités-là dont on va parler maintenant à travers les questions. Et la première question, le pilote formé selon la réglementation 2018 peut-il avoir l'équivalence du BAPD? Alors, ça dépend quelle formation il avait, mais si on parle des pilotes professionnels, hein, c'est-à-dire ceux qui avaient le CATT, la formation pratique, ou qui avaient obtenu une attestation d'aptitude en 2018, il a automatiquement l'équivalence du BAPD. C'est un texte, c'est l'arrêté mesures transitoires pour la formation. Enfin, vous le retrouverez. Sinon, ça apparaît dans nos guides. Donc il a automatiquement l'équivalence. Il y a une procédure déclarative qui est mise en ligne si vous voulez formellement obtenir le diplôme du BAPD. Bon, manque de ressources chez nous, on n'est pas rentré dans le processus qui a été très compliqué de la grand-périsation de 2018 à demander à tout le monde de produire CATT formation pratique et à délivrer par nous-mêmes. Non, l'arrêté reconnaît automatiquement le BAPD. Le BAPD, vous pouvez l'éditer en ligne. Il y a une procédure qui est sur le site du MTE. Si vous voulez l'obtenir, par contre, il n'est valable que accompagné des pièces justificatives, donc CATT formation pratique ou attestation d'aptitude. Mais c'est utile, notamment si vous voulez voler à l'étranger, parce que même si formellement vous avez tout à fait le droit de voler à l'étranger avec vos pièces justificatives. Les autorités étrangères, elles connaissent pas vraiment nos pièces, à nous, donc c'est pour ça que on a laissé cette possibilité d'éditer un BAPD en ligne. Voilà. Alors la question suivante qui est liée à la première, un nouveau pilote peut-il se former uniquement pour le BAPD? Donc là, c'est la question, toujours pareil, au niveau des ressources humaines d'un exploitant. Étant donné les missions qui sont à réaliser, par exemple, à évoluer en catégorie ouverte suffit au niveau des missions. Est-ce qu'un nouveau pilote aujourd'hui peut se former en France pour obtenir le BAPD? Oui. Ouais. Et à l'étranger, même question.
Alors, peut-être une petite précision. Déjà, bon, BAPD, ça veut dire brevet d'aptitude de pilote à distance, hein, on aurait pu le rappeler. Mais bon, le BAPD, formellement, il est applicable pour la sous-catégorie Open A2. En fait, dans les sous-catégories de l'Open, vous avez l'A1, l'A2, l'A3. Les A1, A3 sont moins risqués en réalité. Il n'y a pas une progression. Les A1, A3 sont moins risqués parce que l'A1, vous voulez près des personnes, mais vous voulez avec des drones très légers. Et la 3, vous volez avec des drones très lourds, mais vous volez très loin des personnes et des zones résidentielles industrielles. Et l'Open A2, c'est un peu l'intermédiaire où on commence à voler avec des drones lourds, mais relativement près des gens. Et c'est pour ça que le HASA avait fait le choix de renforcer un peu les exigences de formation pour l'Open A2 comparé à l'Open A1, A3. L'Open A1, A3, aujourd'hui, si vous voulez vous former, et vous pouvez très bien avoir une activité professionnelle en A1, A3, il n'y a pas de problème. Vous allez en ligne, il y a une petite formation, il y a un guide, vous passez l'examen. Je pense plusieurs d'entre, peut-être certains d'entre vous qui l'ont passé. Voilà, et puis vous avez votre attestation à 3. Pour obtenir l'Open A2, donc le BAPD, il faut avoir fait un examen complémentaire en centre d'examen. Voilà. Donc c'est pas aussi difficile que le CATT. C'est plus simple, mais c'est quand même un examen complémentaire en centre d'examen, donc faut quand même l'avoir un peu préparé. Alors, concernant l'examen en France, bon, malheureusement, on a un peu de retard. Il y a eu des problèmes de ressources, notamment centre d'examen d'Orly qui chapeaute un peu tout ça au niveau national. On a bon espoir qu'on va arriver à mettre l'examen en centre d'examen, l'Open A2, fin avril. Voilà. Bon, dernièrement, c'est un peu la dernière date que j'ai entendue. J'espère que ça va pas prendre plus de retard que ça. Si c'est pas le cas, eh bien, le seul choix possible est d'aller à l'étranger pour le moment. Voilà, c'est-à-dire passer l'Open A2 à l'étranger. Mais encore une fois, vous, autant que vous êtes, comme vous êtes normalement télépilote professionnel avec les qualifications de 2018, bah, vous avez le BAPD par équivalence. Vous n'avez pas besoin de repasser l'examen. Ok, merci. Question suivante. Peut-être un petit point de détail aussi, cette reconnaissance, on ne pouvait la donner que pour les diplômes qui étaient obtenus avant le 31 décembre 2021. Donc ça veut dire que depuis le début de l'année, tous les gens qui ont le CATT et la formation pratique n'ont pas cette équivalence automatique de BAPD. Et donc eux, pour le coup, ils devront repasser l'Open A2. Voilà. Mais ça, on était bloqué par la réglementation européenne. D'accord. Donc, tous ceux qui ont leur qualification pratique depuis le 1er janvier devront repasser le A2. Ouais, c'est pour remplir. S'ils n'ont rempli les conditions que après le 31 décembre, que ce soit le CATT ou la formation pratique, eux devront repasser l'Open A2. Ils n'ont pas l'équivalence automatique. Un pilote qui travaille pour un exploitant français, qui est donc titulaire du BAPD, est-ce qu'il peut réaliser une mission en catégorie ouverte dans un autre pays européen Oui, sans tout à fait. autorisation? Oui, c'est ça. Mais même, il peut être uniquement avec l'attestation de formation à A3. Hein. Il peut très bien le faire. Il n'y a pas besoin du BAPD pour opérer à l'étranger. Si vous opérez en sous-catégorie A1 ou sous-catégorie A3, normalement, vous pouvez le faire. Alors, il y a une petite nuance malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en catégorie ouverte. On est en catégorie ouverte limitée. Et les formations catégorie ouverte limitée, elles sont définies par l'État membre. Alors nous, on avait reconnu la formation loisir pour la A3, on avait reconnu CATT formation pratique ou attestation d'aptitude pour l'Open A2, et on a reconnu l'Open, les vraies formations Open, y compris pour la catégorie ouverte limitée. On a fait l'hypothèse que la plupart des États membres feraient ce choix-là, mais je dois avouer que j'ai pas, c'est-à-dire le choix de reconnaître les formations catégorie ouverte pour la catégorie ouverte limitée, ça nous semblerait logique, mais c'est pas imposé par la réglementation européenne. Donc il y a peut-être un truc à vérifier. On n'a pas à vérifier auprès de 27 États membres. À ma connaissance, je pense qu'ils l'ont tous fait, mais on peut avoir un petit doute. Je sais pas, enfin sur certains pays, voilà. Je te confirme que certains pilotes m'ont
ont dit qu'ils n'avaient pas pu Ah, d'accord. réaliser une opération en catégorie ouverte avec leur qualification, Ah, les Belges n'ont pas. Ouais. et dans cette période transitoire réservée aux nationaux. D'accord. Bon, donc je vois dans le chat qu'effectivement, il y en a qui ont verrouillé. Nous, on n'a pas verrouillé, nous. Voilà. Voilà. Alors, peut-être les questions, je vois une question sur le certificat et l'attestation de formation pratique resteront définitives. Donc là, en fait, c'est le niveau suivant. Pour la catégorie spécifique, il va y avoir mise en place d'une nouvelle qualification, d'un nouvel examen. Oui. J'en profite pour poser la question à peu près pour quand ce nouvel examen, et est-ce que les pilotes dits pro français 2018 actuels auront une équivalence systématique ou devront repasser une épreuve théorique et ou pratique? Alors sur l'examen, donc c'est l'examen pour les scénarios standards européens. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire évoluer le CATT actuel pour le transformer en CAT-PD, enfin pilote à distance applicable pour les scénarios standards européens. Ça, on compte le faire probablement courant 2023. Faut pas anticiper trop avant l'arrivée des scénarios standards européens parce que sinon ça n'a pas de sens. On va vraiment avoir un décalage entre la connaissance qu'on demandera aux gens à avoir pour les scénarios européens et ceux qui devront avoir pour les scénarios standards nationaux qui continueront à utiliser. Donc probablement courant 2023, on basculera l'examen théorique pour les scénarios standards européens. Et pour la formation pratique, il y a un groupe de travail qui travaille au sein du Conseil pour les drones civils avec plusieurs exploitants, plusieurs d'entre vous d'ailleurs, qui travaillent sur l'adaptation des formations pratiques pour aider les exploitants qui font de la formation pratique à basculer des scénarios standards nationaux aux scénarios standards européens. Sur les grands principes, il n'y a pas de changement, enfin il n'y a pas de changement majeur. Après, il y a forcément des détails, des choses à amender, peut-être des sujets complémentaires, des choses comme ça, mais sur les grands principes, il n'y a pas de changement. Alors pour ce qui est des équivalences, on s'orienterait vers une reconnaissance des scénarios S3, donc des formations scénario S3 pour faire du STS 01, parce on est sur le même sujet, c'est-à-dire du vol en agglo. Sur une reconnaissance des scénarios, des formations scénario S2 pour faire du STS 02. Et donc ça, ce sera un amendement de l'arrêté dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les mesures transitoires qui le fera automatiquement. Par contre, il y aura quand même une petite nuance, c'est-à-dire que on peut pas reconnaître, enfin les nouveaux titres qu'on délivre, ils sont valables 5 ans maximum. Dans tous les cas. Et c'est aussi vrai pour le brevet d'aptitude de pilote à distance. Donc, il faudra, avant les 5 ans, qu'on ait déterminé, mais on travaillera avec les autres pays européens, sur des conditions de prorogation des licences et brevets, enfin voilà, des titres qui existent aujourd'hui. Donc, prorogation, ça veut dire que dans la mesure du possible, on essaye d'éviter autant que possible que les gens repassent en centre d'examen, hein, parce que c'est quand même ça qui est le plus contraignant. Mais par contre, ça peut vouloir dire faire un petit complément de formation en ligne avec un petit quiz en ligne ou des choses comme ça. Voilà. Mais bon, on essaiera autant que possible d'éviter de faire repasser les gens en centre d'examen ou de leur faire repasser une formation pratique auprès d'un exploitant. Ce sera plus de la mise à jour de connaissances qu'on essaiera autant que possible de faire en ligne. Mais tout ça doit être travaillé au niveau européen. Ok, très bien. Alors, on a encore 5 ans, hein, enfin 4-5 ans pour le faire, donc c'est pas notre sujet le plus urgent aujourd'hui. Ouais, ok. Mais c'est vrai que la partie théorique sur la réglementation européenne, un exploitant qui travaille en réglementation française depuis des années, il n'est pas Ah forcément oui. au fait de la nouvelle réglementation européenne. Donc, une formation au moins en ligne sur la partie théorique paraît Hmm. intéressante.
Oui, bah c'était toute la question qu'on s'était posée au travers des multiples grand-périsations avec des gens qui à la base il y en a certainement plusieurs d'entre vous qui sont dans cette situation, hein, qui avaient un théorique ULM, qu'on demandait l'autorisation, l'attestation d'aptitude, etc. Si ces personnes ont fait l'effort de se tenir au courant des évolutions de la réglementation, tout va bien. Si par contre on a des gens qui avaient un théorique ULM et qui se sont ni familiarisés avec la grand-périsation et qui n'ont pas fait le cap de passer dans la réglementation européenne, là c'est quand même plus compliqué. Et je pense que des conditions de prorogation avec une obligation de formation en ligne, légère, hein, j'entends, mais ce sera quand même une bonne chose pour mettre un peu tout le monde au même niveau. Ok, très bien. Merci. Question suivante. Eh ben, c'est exactement le sujet dont je parlais. Voilà, Ok. donc non, c'est pas fixé. C'est pas fixé. Contrôle de compétences pratiques, non, je pense qu'on va pas aller jusque-là. Puis pour nous, ce qui nous intéresse le plus, je dirais, c'est le théorique, quoi. Voilà, c'est que les gens, parce que le pratique, j'imagine que les gens, au bout d'un moment, alors on peut toujours avoir des comportements dangereux, mais bon, les gens savent faire voler un drone. Par contre, le théorique, si on n'est pas au courant, il peut y avoir quand même des changements qui se produisent, et donc ça c'est intéressant. Donc l'hypothèse examen théorique en ligne est plus que probable. Mais après, je vous dis, c'est d'ici 4-5 ans. Moi, est-ce que je serai encore en poste et aux commandes pour décider de ça? C'est pas sûr. Voilà. Ok. Bon, eh ben, on va passer au sujet suivant sur les drones. Et il y a pas mal de questions sur les drones. Francis, on peut passer au slide suivant. Donc, les drones, la question pour nous exploitants, c'est quand investir dans des nouveaux drones. Et donc, depuis quelques mois, on attend les drones de classe qui se font un petit peu attendre pour investir. Donc là, la question demeure. Et donc, on va en parler à travers les questions qui arrivent avec la première question. Alors déjà, une question au niveau de la masse des drones. C'est vrai que on était auparavant sur une réglementation française qui avait visé les drones jusqu'à 150 kilos. Donc maintenant, il y a une modification et Nicolas, je te laisse nous éclairer là-dessus. Oui. Alors avant, dans la réglementation nationale, en fait, l'Europe avait déjà une compétence. Le HASA avait déjà une compétence. C'était une compétence sur les drones de plus de 150 kilos. Bon, c'était assez haut, hein, il y avait très peu de drones qui étaient concernés par ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle on voyait ce chiffre, ce nombre de 150 kilos qui apparaissait un peu partout dans notre réglementation. Depuis l'entrée en application de la réglementation européenne, en fait, cette limite, elle a sauté, puisque le HASA est compétente sur tout. Donc, il n'y a plus de limite à 150 kilos. Faut oublier ce nombre. Il n'existe absolument plus. Voilà, nulle part dans la réglementation, il n'y a plus de seuil à 150 kilos. Il ne se passe rien de particulier à 150 kilos. En revanche, il se passe quelque chose à 25. C'est que les scénarios standards européens et de fait nationaux sont limités à 25 kilos maintenant. Donc, tout ce qui dépasse 25 kilos ne peut pas rentrer dans les scénarios standards et ça veut dire autorisation d'exploitation. Voilà. Ok, super. Merci. Question suivante. Alors, un petit sujet sur les drones captifs. Peut-être certains d'entre vous sont intéressés par le sujet du captif. Quel changement essentiel dans le domaine du drone captif? Alors déjà, je vais mettre à part le côté des ballons parce que les ballons, ils vont dépasser 3 mètres. Il y a deux seuils en fait dans les scénarios. Il y a 25 kilos et il y a 3 mètres de dimension. Donc on peut avoir des ballons captifs qui dépassent ces 3 mètres et eux, pour le coup, ne peuvent plus évoluer en scénario standard. Ils évoluent forcément en autorisation d'exploitation. Maintenant, encore aujourd'hui, ce sont les scénarios standards nationaux qui s'appliquent et on les a pas modifiés, hein. Donc tout ce qui était valide pour les drones captifs en scénario standard, pour le moment reste valide en scénario national. Pour les scénarios européens, je dois avouer que j'ai pas regardé s'il y avait des dispositions particulières relatives aux captifs, donc je sache un peu. Faudra regarder.
Et par contre, pour tout ce qui sort des scénarios, eh bien, c'est autorisation d'exploitation. Et dans la SORA, il y a des dispositions particulières pour les drones captifs. Donc, ça m'étonnerait pas que les scénarios européens aient réintégré ces dispositions de la SORA à l'intérieur, mais j'ai pas vérifié, honnêtement. Ok, très bien. Merci. Question suivante. Les caractéristiques techniques des drones de classe C0 à C4 pour la catégorie ouverte, C5 et C6 pour le STS-01 et le STS-02. Est-ce que ces caractéristiques techniques, puisque je rappelle que le principe des classes, on peut dire que c'est l'équivalent de nos attestations de conception d'avant et d'aujourd'hui. Donc, c'est attester de certaines caractéristiques techniques du drone qui vont faire qu'on va pouvoir l'utiliser dans un certain cadre de mission. Voilà. Donc, est-ce que les caractéristiques techniques sont arrêtées et publiées pour ces drones? Ouais. Alors, ça dépend vraiment de ce qu'on appelle caractéristiques techniques. Du point de vue de la réglementation, la réponse est oui. Tout est dans le 945. Vous avez les exigences essentielles applicables au C0 à C6. Voilà, il y a vraiment tout. Mais En revanche, attends, laisse-moi finir la réponse. Par contre, ce qui se passe, c'est que à côté de ça, généralement, l'industrie, pour attester des conformités d'exigences de haut niveau qui sont dans la réglementation, crée des normes industrielles. Mais ça, c'est une démarche industrie. Et les normes industrielles, elles ont une valeur suffisante mais non nécessaire. C'est-à-dire que si vous, elles valent présomption de conformité. Donc, si vous vous conformez aux normes industrielles, vous êtes réputé conforme aux exigences essentielles qui sont marquées dans le 945. Donc, il y a forcément une très très forte attente vis-à-vis de ces normes industrielles. D'autant que si vous ne vous y conformez pas, vous devez refaire toute la démonstration des normes industrielles. Donc, c'est ça qui bloque principalement les choses. Et ces normes industrielles, donc, elles sont aujourd'hui développées dans le cadre d'une instance de normalisation qui est l'ASD Stan, et elles doivent être reprises par le comité européen des normes, le CEN, qui doit donc les transformer en normes européennes. Alors sur ces normes-là, il y en a un certain nombre qui ont été publiées, mais on peut pas dire peut pas dire les normes C0 ou C1 ont été publiées. Ce sont des normes qui portent sur des équipements en particulier ou des caractéristiques en particulier. Donc, il y a un certain nombre de ces normes CEN qui ont été publiées à la fin de l'année dernière, mais il y en a un certain nombre qui manquent encore, qui sont attendus courant 2022. Et tant que ces normes CEN sont pas publiées, c'est vrai que ça bloque un peu toute la filière pour le marquage CE, enfin avec ces mentions de classe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas de drone de C0 à C4. C5 et C6, il y a des exigences supplémentaires avec des équipements supplémentaires, donc ça veut dire des normes supplémentaires. Le travail a à peine commencé, donc ça va prendre un certain temps avant d'arriver. Ok. Je prends une question de Laurent. Les drones déjà existants ont-ils des validations C5 et C6? Autrement dit, est-ce qu'un drone qui est aujourd'hui sur le marché a des chances de se voir attribuer une classe C5 ou C6? Alors encore une fois, l'attribution des classes, c'est un processus constructeur, c'est pas une reconnaissance des sacs. Donc c'est le constructeur qui marque son drone C5 sur la base de sa conformité à des normes industrielles. Et il est obligé de décliner ces normes et ces exigences, donc de vérifier, voilà, et il engage sa responsabilité quand il impose son marquage de classe. Dans les C1, C2, C3, il y a une obligation d'aller devant des entités notifiées, c'est-à-dire des laboratoires. Pour faire vérifier ces normes-là. Donc il n'y a pas de reconnaissance automatique des drones d'aujourd'hui. Par contre, on aura peut-être des constructeurs qui feront le choix de prendre des drones d'aujourd'hui pour les marquer C5 ou C6. D'accord. Ok, c'est pas obligatoire, mais c'est possible. C'est possible. Alors c'est un processus de rétrofit en fait qui est formellement revient à dire le constructeur rappelle son produit. S'il le souhaite, ça fait partie de sa stratégie commerciale. Il rappelle son produit et
s'il atteste de sa conformité, il appose lui-même la mention de classe sur son produit. Voilà. Ok. Et il le rend à l'utilisateur. Alors, il y a une question de Chargette. Si on utilise un drone pour nettoyer des toitures, peut-on dire qu'il est captif? Eh ben, ça dépend s'il est captif. Ça dépend s'il est captif. Voilà. S'il est captif, ça veut dire qu'il a une allonge. Enfin, il est relié quelque part. Voilà. Donc s'il a une allonge, enfin un câble qui le relie au sol ou au sommet de la toiture, oui, il est captif. Sinon, non. Voilà. Alors là, la question suivante, c'est un peu boule de cristal. Bah, ça, c'est très difficile de répondre à cette question parce que ça dépend pas de nous. Ça dépend Ouais. des constructeurs. Bon, ce qu'on peut se dire, c'est que dans la mesure où les gros constructeurs, DJI, Parrot et compagnie, attendent très probablement la publication des normes industrielles avant de sortir des produits avec mention de classe, il y a tout lieu de penser qu'ils vont arriver un peu après la publication de ces normes, et sachant qu'ils ont probablement eu accès à ces normes et qu'ils ont anticipé sur la conformité. Voilà. Mais dans l'attente, bah voilà, on attend ces normes et voilà. Et après, c'est les constructeurs effectivement de faire toute la procédure de marquage de la mention de classe. Il y a un autre point qui est un peu bloquant, c'est les entités notifiées, puisque pour les drones C1, C2, C3, on est obligé de passer devant une entité notifiée. À notre connaissance, aujourd'hui, il n'y en a qu'une en Europe, elle est en Espagne. Mais bon, on peut s'en servir, hein, je veux dire. Si vous êtes constructeur français, vous pouvez très bien aller en Espagne. Et nous, côté DGAC, on a 2 candidats pour devenir entité notifiée. Mais c'est un processus qui est assez long. C'est un processus d'accréditation de laboratoire. Encore un truc qui est pas du tout DGAC, hein, enfin, dans l'esprit, qui est pas du tout aviation civile. Donc, un processus totalement nouveau pour nous. Et on s'est associé avec le COFRAC, qui est l'entité, enfin, la commission nationale d'accréditation des labos, pour construire le programme d'accréditation des labos candidats et donc accréditer de sorte à ce qu'ils puissent devenir entité notifiée. Mais bon, ça va prendre quelques mois forcément. A priori, il y a une entité notifiée depuis peu en Allemagne aussi. Ah, d'accord. Voilà. TÜV, probablement. TÜV, il bosse pour DJI, donc voilà. Ok. Il y a une question de Michel Dufy, Télépilote Magazine. Ces fameuses normes industrielles en attente sont établies par qui? L'ANSI? Non, par la SD-STAN, hein. Donc c'est un comité de normalisation et ce sont des industriels qui y participent. Ce ne sont pas des autorités. Ok. Question suivante. C'est comme l'ISO, c'est comme Eurocae, c'est comme voilà, c'est un des comités de normalisation. Mais les comités de normalisation, ce sont les industriels qui travaillent dedans, rarement les autorités. Alors, l'adoption des STS à partir de 2024 rendra-t-elle obligatoire l'utilisation des drones de classe? Donc, Oui. ça veut dire, sous-entendu, est-ce qu'il y aura une période transitoire, des aménagements qui permettront, si on a investi dans un drone, d'avoir Ah non, voilà, la seule période transitoire, elle porte sur le fait que pendant 2 ans, on va avoir à la fois les scénarios nationaux et les scénarios européens. Donc, soit vous avez un drone de classe C5, C6, vous pouvez voler suivant les STS, soit c'est pas le cas et vous volez suivant les scénarios nationaux. Et fin 2025, bah, c'est fini et c'est forcément des drones de classe C5 et C6 pour une utilisation suivant les scénarios standards. Ok. Donc, il faudra investir dans de nouveaux Ouais. drones, forcément. C'était pas notre choix à la base, hein, si ça peut vous rassurer. On a dit à l'EASA, enfin, nous, on pensait que le système d'attestation de conformité, enfin, attestation de conception était pas mauvais, mais ils voulaient pas rentrer là-dedans parce que, comme ils sont autorités en matière de navigabilité, bah, c'était eux qui, du coup, reprenaient toutes les attestations de conception. Et donc le choix a été fait de dire bah non, on fait comme en open, on veut des trucs standardisés, etc. Donc c'est C5, C6, voilà.
Alors, je vous propose, comme on a un peu de temps, de prendre peut-être une ou deux ou trois questions en live. Donc, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez ouvrir votre micro et intervenir. Parce que normalement, j'ai pris à peu près les questions au fur et à mesure, mais s'il y a un oubli, n'hésitez pas à intervenir. Donc, Sébastien Chipot. Oui, si j'ai bien compris, donc les drones que l'on a actuellement en notre possession, bien qu'il serait potentiellement possible qu'il y ait une rétroactivité pour des classes, faut pas qu'on compte dessus. Finalement, il n'y en aura pas. Il faudra qu'on investisse dans ce matériel obligatoirement. Alors il y aura pas forcément, ça j'en sais rien. Encore une fois, ça dépend des constructeurs. Je pense honnêtement, enfin si vous êtes sur des constructeurs français, à mon avis, il faut vraiment engager le dialogue. Faut vraiment engager le dialogue pour que ce rétrofit soit possible. Voilà. DJI, ils avaient annoncé que bon, ils sont pas sortis du bois, mais à un moment ils nous avaient dit oui, on le fera peut-être. Mais donc il l'avait en tête hein, quand même. Donc c'est pas voilà. Mais par contre, il faut quand même que votre drone il soit conforme aux exigences du 900, du 945. Oui. Merci. Question de François-Xavier Lave. Quel est le nom de l'entité notifiée espagnole? Je ne l'ai pas en tête, il faut regarder. Okay. Normalement, la commission doit les publier sur son site. Donc, s'ils ont bien fait le travail, on devrait les trouver sur le site de la DG Défi. Okay. Thierry, Vision Drone. Oui, il y a pas mal d'échanges sur le captif. Et est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la réglementation ou les évolutions européennes? Bah, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. J'ai dit que j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans les scénarios standards européens, et par contre dans les scénarios standards nationaux, on n'a rien changé. Donc, non, il faut aller regarder. Là, je l'ai pas sous les yeux. J'ai pas creusé la question. Ok. Merci. Gersand Bignon. Bonsoir. Gersand, tu as levé la main. Bon, problème de micro. J'en profite pour dire au passage, au cas où vous n'êtes pas au courant, sur les pages drone du MTE, il y a une grande FAQ avec une centaine de questions qui étaient tirées en fait du Slido qu'on avait mis en œuvre, en fait, le forum questions-réponses. Bon, on l'a arrêté. Il était plus trop alimenté, mais du coup, on avait trié sur les 500 questions qu'on avait sur le Slido, on en a tiré 100. Donc, il y a parmi les questions que vous posez. Alors pas sur les captifs, désolé, mais parmi les questions que vous posez, il y a pas mal de réponses hein, en fait. Hein. On avait déjà pas mal répondu. Donc même après la conférence, vous pourrez aller voir, jeter un coup d'œil là-bas. Alors, il y a une contribution de Johan Valette. À la vitesse à laquelle évolue l'électronique, vaut-il mieux attendre les sorties de classe ou investir aujourd'hui dans un drone pro, entre parenthèses, cher? C'est une question, c'est la question, mais c'est vrai que si vous voulez travailler aujourd'hui, vous êtes bien obligé d'acheter un drone professionnel. Donc, Bah, c'est un peu délicat de répondre, mais d'un autre côté, enfin voilà. Donc si vous êtes contraint et forcé, alors, je vous dis, les drones de 4 C5, C6, ils risquent de pas arriver avant un petit moment. Donc si vous êtes contraint et forcé par votre exploitation, bah, malheureusement, vous n'allez pas avoir trop de choix que d'acheter dès maintenant. Si par contre vous pouvez attendre, moi je vous encouragerais à attendre parce que c'est quand même enfin, il y a pas non plus de garantie très forte. Tout ce qu'on disait en termes de rétrofit, il n'y a pas non plus de garantie très très forte chez tous les constructeurs. Voilà, donc voilà. Si vous pouvez attendre, attendez. Je vous dirais, bon, ça tue un peu la filière. Hein, enfin, la filière, la construction. Quand je dis ça, forcément, mais ça semble pragmatique, quoi. Voilà. ouais. Mesurer ses investissements dans un premier temps. Voilà, c'est ça. Ouais.
Alors, il y a une question très intéressante en fait, elles sont toutes intéressantes, hein, mais de Gerson concernant Alpha Tango. Alpha Tango existe en France. Est-ce qu'une plateforme européenne est en projet? Alors, est en projet pour s'enregistrer, donc un lieu d'enregistrement unique en Europe. Et en fait, la même question, elle se pose aussi pour nos outils de préparation de mission. Donc, quand on regarde les différentes cartographies pour préparer sa mission, comme la carte catégorie ouverte qui est assez pratique ou la carte OACI, est-ce que il y a en prévision, Nicolas, est-ce que tu as une idée d'un projet d'une plateforme européenne unique? Non, la plateforme européenne. Alors, il n'y a pas de plateforme européenne unique d'enregistrement, ça c'est pas prévu. En revanche, il y a une mise en commun des données. Mais ça va pas trop vous parler, c'est-à-dire que nous, on aura accès à toutes les données de toutes les bases européennes. Voilà. Donc il y a effectivement un repository, enfin un répertoire central de toutes les informations nationales qui va être créé au niveau européen, mais les exploitants n'y auront pas directement accès. Donc on continuera à fonctionner avec Alpha Tango pendant pas mal de temps. Concernant les outils de préparation, je vais répéter quelque chose alors qui est pas toujours plaisant, mais qu'il faut quand même dire de temps en temps, c'est que la catégorie, la carte restriction pour la catégorie ouverte, la carte OACI VFR, c'est pas des obligations réglementaires de notre côté, hein, ce sont des choses qu'on a mis en place pour aider les gens. Et maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même pas mal d'outils de sociétés privées qui sont en cours de développement, qui sont même développés, qui sont assez matures. D'ailleurs, si vous êtes professionnel, vous n'allez pas vous contenter de la carte catégorie ouverte, parce qu'il y a beaucoup plus complet sur le marché. Et nous, service de l'État, on n'a pas vocation à faire concurrence avec ces sociétés-là qui proposent des produits complets pour les professionnels. Donc la carte catégorie ouverte, on la gardera, je pense, pendant un bon moment parce que quelque part, c'est accessible pour le droniste de loisirs, c'est le moyen le plus simple de savoir si oui ou non il a le droit de voler à un endroit donné. Mais à partir du moment où on cherche des outils plus complets pour du professionnel et tout, bah là, ça fait partie du métier, ça fait partie du business et ça fait partie des outils proposés par le privé. Donc, ça veut dire que le privé a un marché. Bah, il y a un marché, hein, et on va pas se mettre sur ce marché-là, hein, clairement pas. Ouais, ok. Ouais, Parce qu'effectivement, dans chaque pays, on trouve ce type d'outils, ouais. mais avec outils présentés de manière différente. Donc, c'est vrai que c'est pas. Si on met en place voilà, un territoire d'intervention unique en Europe pour réaliser nos missions et que les outils ne suivent pas, c'est un petit peu dommage. Après, Ouais. ça peut être des outils privés, hein, tout à fait. Oui, oui. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que les sociétés privées, alors qui se positionnent là-dessus, qui se positionnent aussi sur l'USpace, voilà, dans les années qui vont venir, vont développer des outils qui permettront d'être applicables, enfin visibles partout en Europe. Après, l'interface, ça sera pas la même d'un outil d'un outil à un autre, mais bon, elle est pas non plus la même suivant que vous serviez de Edge, de Chrome ou de Firefox, hein, voilà, c'est la même chose. Ou d'Apple et de Windows, enfin iOS et Windows. Hein, donc voilà, après chacun ses choix, voilà. Alors, Michel Dufy pose la question de JEDA pour être en relation avec les constructeurs et donc voir dans quelle mesure et de quelle manière les drones vont être progressivement mis sur le marché, les drones de classe. Donc ça, c'est une excellente idée. Bon, JEDA s'est constitué tout récemment, mais effectivement, je vais donc souffler l'idée pour qu'on intervienne auprès des constructeurs leaders du marché. Alors, sachant que les constructeurs leaders du marché ne sont pas que européens et même les non-européens ont une place de fait commerciale importante. Mais effectivement, on va essayer de coordonner, d'avoir cette information. On va passer au dernier point. Philippe, il y avait aussi une autre question intéressante de Michel concernant les réseaux de satellites GLONASS. Oui.
Savoir il y a- s'il y avait une certitude de pouvoir continuer à disposer de ces services, hein, notamment pour certains drones qui utilisent des drones qui sont GNSS, qui utilisent ces récepteurs. Alors, c'est une question d'actualité, une bonne question, mais j'avoue, moi, je n'ai pas la réponse. Nicolas? Moi non plus. C'est pas une question de sécurité. Enfin voilà, donc j'en sais rien en fait. Ok. Ok. Mm. Bon, désolé, Michel, pas de réponse là-dessus. On va passer à la mission. Donc, le sujet de la mission, c'est un sujet important pour savoir effectivement dans quelle catégorie on va pouvoir opérer en France, à l'étranger, de quelle manière, dans quel délai, avec quel procédure. Donc la première question concerne donc notre manière d'opérer, ben, ça va être, on l'a dit, en ouverture, soit dans le cas de la catégorie ouverte, soit dans le cas de la catégorie spécifique. En spécifique, soit dans le cadre des scénarios. Si on est hors cadre des scénarios, dans le cadre d'une demande d'autorisation, une demande d'autorisation qu'on va pouvoir entièrement bâtir en s'appuyant sur la méthode SORA ou utiliser les PDRA. Et enfin, la possibilité de se baser sur des LUC. Donc, c'est tout ça qu'on va voir maintenant avec la première question sur le STS-01. Donc, le STS-01 qui viendra prendre la succession schématiquement du S3. Nicolas, quels sont les changements essentiels qu'on peut attendre? Alors pour le détail, bien sûr, faut lire le scénario. Hein, il est dans la réglementation européenne, même en français. Par contre, de mémoire, je dirais les changements principaux qu'on peut voir, c'est il y a plus de distance formelle sur la question du vol à vue. On fait confiance, c'est comme en open, hein, on fait confiance au télépilote pour savoir si son drone est à vue ou non. Il y a toujours une surface contrôlée au sol, qui s'appelle zone d'exclusion des tiers, mais le principe est le même. Et les distances de sécurité sont un peu différentes. Voilà, donc le mode de calcul des distances de sécurité. Puis évidemment, il faut utiliser un drone de classe C5. Ça, c'est aussi une très grosse différence. Voilà. Ok. Donc ensuite, on va passer à la même question pour le STS-02 Mmh. qui prend la succession du scénario 2. Ouais. Alors, il est très similaire au S2 à une nuance près. Bon, déjà, drone de classe C6, ça c'est important. Et la deuxième nuance, c'est que on peut prolonger la distance. En fait, il n'est pas limité à 1 kilomètre de distance comme le S2. On peut prolonger jusqu'à 2 kilomètres si on met des observateurs visuels de l'espace aérien qui sont capables de surveiller qu'il n'y ait pas un autre drone qui arrive. Donc potentiellement, on peut aller jusqu'à 2 kilomètres, mais voilà, donc ça laisse un peu plus de liberté. Mais sinon, sur le fond, il est quand même très similaire à l'autre, au S2. Alors, question suivante. Si on est en dehors du cadre des scénarios, donc dès aujourd'hui, possibilité de faire une demande d'autorisation, est-ce que tu pourrais nous expliquer, alors certains l'ont peut-être déjà fait, d'autres non, quelles sont les différentes solutions possibles et quelles sont les ressources, où trouver les ressources, quel degré de technicité, de complexité, quels délais sont nécessaires? Hum. Alors, effectivement, bon, je vais un peu regrouper les deux premières parce qu'une autorisation simple ou une autorisation avec PDRA, c'est basiquement la même chose. C'est à la fin, on délivre une autorisation d'exploitation. Donc, c'est en fait, voilà, elle est la même, hein, suivant que vous soyez sur SORA ou PDRA. La seule différence, c'est dans la construction du dossier. Quand vous êtes sous SORA, il y a une étude de sécurité complète à faire, alors que le PDRA, l'étude, elle est déjà faite et vous vous contentez à la fin de dire, voilà, je remplis les exigences qui sont listés dans le PDRA, alors que quand il y a une SORA complète, on fait l'étude de sécurité, elle détermine les exigences et on dit voilà, je remplis les exigences. Voilà, donc c'est la nuance qu'il y a entre les deux. Sinon, oui, en termes de technicité, alors c'est pas tout simple, hein, décliner une SORA, c'est pas non plus monstrueux. On a fait un guide de mise en œuvre de la SORA qui est sur notre site internet. J'ai vu dans le chat à un moment où est-ce qu'on peut trouver tout ça. Vous tapez dans votre moteur de recherche favori page web drone catégorie spécifique MTE.
ou un truc du style, et vous allez tomber assez rapidement sur nos pages web ou pages web drone MTE, voilà. Et donc là-dedans, vous allez tomber. Je ne sais pas si je peux mettre des choses dans le chat. Sinon, je vous les insère Ici, hein, directement. dans Oui, le tu chat, peux dans le chat. Oui. j'ai Ouais. déjà mis quelques Ouais. éléments, mais Voilà, exploitation en catégorie spécifique. Voilà, je vous mets le merci. lien. Hop, attendez. Donc ça, c'est la page web. Et dedans, bah, vous allez trouver, bon, vous défilez, vous allez trouver le guide de mise en œuvre, le guide catégorie spécifique, etc. Les canevas pour les PDRA, la FAQ, etc. Tout est dans cette page, hein. Après, il y a une autre page catégorie ouverte si vous voulez aussi vous y intéresser. Donc bon, c'est pas tout simple, mais ça se fait. Par contre, le fait que ce soit pas tout simple et que il y ait quand même pas mal d'hésitations sur les premiers dossiers de demande et avec pas mal d'itérations, c'est pour ça qu'on demande 3 mois pour un premier dossier. En général, c'est parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours et donc il vaut mieux anticiper de 3 mois. Si vous anticipez pas de 3 mois, c'est pas grave, c'est juste que vous courez le risque que l'autorisation, elle arrive trop tard par rapport au début que vous avez prévu d'exploitation que vous avez prévu. Donc ça, c'est pour l'autorisation d'exploitation. Pour le LUC, alors là, pour le coup, c'est vraiment plus compliqué. Parce que alors l'idée, c'est que le LUC, vous n'en avez besoin que si vous avez vraiment besoin de demander beaucoup d'autorisations d'exploitation et donc avoir décliné des SORA différentes. Donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Nous, on le conseille plutôt à des entités qui sont de taille relativement importante, ne serait-ce que parce qu'ils font un système de gestion de la sécurité indépendant des opérations. Donc tout de suite, ça demande des ressources supplémentaires. Il faut évidemment structurer, organiser ce système de gestion de la sécurité, avoir un annexe adapté au SGS. Et donc c'est quand même quelque chose qui est plus lourd à la fois en termes de construction pour l'exploitant et en termes de construction pour l'exploitant, puis en termes d'audit pour la DSAC. Donc vraiment, la plupart du temps, des autorisations d'exploitation suffisent. Normalement, il y a assez rarement besoin d'un LUC. Voilà. Ok. Très bien, merci. La question suivante, on y a déjà répondu. Et donc, on va pouvoir venir sur vos propres questions. Et il y a des questions sur le FPV. Et notamment dans le cadre du STS 02, donc on peut passer de 1 à 2 km avec un observateur. Cet observateur est un simple observateur ou un pilote? Non, c'est un observateur et c'est pas un observateur du drone, c'est un observateur de l'espace aérien. Il n'a pas forcément vue sur le drone, mais par contre, il doit pouvoir surveiller le trafic environnant et prévenir le télépilote lors de l'arrivée. Et il peut y avoir plusieurs observateurs. Il peut y avoir 4-5 observateurs qui couvrent les 4 points cardinaux, par exemple, etc. Voilà. Donc on n'est pas dans la même philosophie que la réglementation nationale. Dans la réglementation nationale, celui qui est en FPV, c'est celui qui a les commandes et c'est lui qui est télépilote officiel et les autres l'assistent. Mais bon, du coup, c'est lui qui porte l'entière responsabilité de la mission. Donc il faut qu'il se fasse bien assister. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, cette limite de 2 km, c'est une limite maximum. Si on a d'autres observateurs 2 km après, on ne peut pas aller à 1 Non, km supplémentaire. non, on peut pas prolonger. Par contre, il y a un PDRA qui permet de le faire. C'est le PDRA G01. Donc il y a quand même une autorisation d'exploitation et tout ce que j'ai dit, mais enfin voilà, il y a quand même un PDRA qui prémâche un peu, qui permet en fait d'avoir des observateurs de l'espace aérien le long de la trajectoire tous les 2 km pour pouvoir surveiller en fait l'espace aérien tout du long. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, il y a déjà eu des demandes là-dessus? Ouais, un PDRA G01, on a déjà eu, ouais, on a déjà D'accord. délivré des autorisations. Très bien. Au Alors, niveau je n'ai des... pas besoin de formation particulière pour eux. L'exploitant, il est toujours responsable de la formation, donc il y a pas de titre. Il n'y a pas de titre, voilà.
Mais par contre, que l'exploitant les forme à bien faire leur travail, ça c'est de bon ton, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser oralement? Si oui, je vous invite à... Je fouillais dans le chat, du coup, je sais pas si tu avais tout regardé. Oui, il y a peut-être... Parrot Anafi AI qui prévoit de se déplacer. 4G, 5G, ouais, non, mais ça, c'est pas une question de scénario, c'est une question de techno. Le S1 actuel sera-t-il inclus dans le ST01? Non. Le S1, il est plutôt couvert par l'Open A3, typiquement. Voilà. Il n'est pas en scénario, c'est pas trop du scénario standard. Voilà. Pourquoi diffuser sur le site des GAC spécifique le premier package des zones géographiques? Ce package n'est a priori pas exploitable par un simple exploitant malgré le document informatif. Parce que c'est une obligation. C'est l'article 15 du 947 qui dit qu'on doit diffuser les packages, enfin les zones géographiques au format numérique. Et on est bien d'accord, c'est pas utilisable par les exploitants, c'est plutôt par les constructeurs ou les prestataires de services USpace. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a fait. OK pour l'aspect carte, mais sur Alpha Tango, il y a surtout la partie déclaration vers les préfectures. Cette partie sera-t-il mise à jour pour les STS? Oui, c'est prévu, courant 2023. Éventuellement étendu vers d'autres services de sécurité. Non, en fait, on va pas l'étendre. Je dirais c'est un peu la même logique. On a des prestataires de services USpace qui de plus en plus vont proposer ces services. Et donc, on va l'étendre pour les scénarios standards européens parce qu'on va pas faire une révolution. Mais par contre, on va pas le développer plus que ça. Et même, je dirais, le jour où on a des prestataires USpace solides qui permettent de faire ce type de notif, il est probable qu'on ne maintienne pas cette partie-là. On maintiendra Alpha Tango sur la partie enregistrement, déclaration, etc. Mais la partie notification, c'est probablement la première partie qui sautera d'ici 3-4 ans. Il y a une question liée de Maxime Fontaine. Des liens vers les plateformes des autres pays depuis Alpha Tango seraient un plus? Non. Alors, il y a des liens sur le site de l'EASA. Il y a des liens, il y a des liens vers les plateformes des autres pays, enfin vers les pages web réglementaires des autres pays, sans garantie de traduction, bien entendu, hein, parce que c'est un peu pareil. Alors, Ah oui, on m'a posé la question sur le S4. Juste une chose, ouais. si tu permets, là, sur Ouais. ce sujet. Au niveau de JEDA, donc on est en train de lancer une enquête au niveau de l'ensemble des pays via les fédérations. Et comme les fédérations sont membres, bon, on est capable d'avoir l'info. Et donc, on va essayer d'avoir une vision de tous les outils qui sont utilisés dans tous les pays, notamment pour que les exploitants d'un pays qui veulent aller dans un autre pays européen aient un endroit où trouver l'information. Alors, sur les ASA, il y a effectivement certaines informations, mais elles n'y sont pas toutes, pas toujours totalement à jour. Donc, JEDA va essayer de travailler sur le sujet. Excuse-moi, Nicolas. Non, mais je lisais une question sur le S4 et les OGE. Donc effectivement, bon, ça a été un vrai changement. Enfin voilà, la réglementation européenne ne permettait pas de maintenir le S4, en tout cas pas en scénario déclaratif. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de passer par des autorisations d'exploitation. Alors on me dit, est-ce qu'on doit faire une SORA pour chaque mission? Bon, dans la pratique, on a des exploitants qui font des OGE de manière régulière, sous ZRT, hein, malheureusement aujourd'hui on n'a pas trop le choix, ou alors en utilisant des observateurs de l'espace aérien. Les exploitants qui font ça de manière régulière, en général ils nous font un CONOPS complet dans lequel ils disent voilà comment on organise nos opérations de grande élongation, et après ils nous envoient des fiches missions, enfin et des demandes ad hoc avec des fiches missions. Mais quand on connaît leur CONOPS, leur méthode, etc., l'instruction est beaucoup plus rapide. Mais aujourd'hui, oui, pas trop le choix que de passer par des autorisations d'exploitation. Thierry, tu voulais intervenir? Tu as levé la main. Oui, j'avais une question qui est peut-être un petit peu bête, mais qui est récurrente chez les stagiaires en formation. C'est est-ce que si on a eu le CATT, enfin le télépilote professionnel, est-ce qu'on a forcément besoin de passer le diplôme Open pour travailler en Open? Et ça, j'y ai répondu tout à l'heure, non.
Non, il y a cet arrêté mesures transitoires pour la formation. Si vous avez le CATT formation pratique, alors encore une fois valable avant le 31 décembre 2021 parce qu'on peut pas faire cette reconnaissance après, vous avez automatiquement le BAPD. Et le BAPD, il vous permet de voler en open. Oui, tout à fait, c'est vrai, mais est-ce qu'en cas de contrôle, il faut avoir un document particulier ou est-ce que c'est Bah reconnu? non, puisque faut avoir vos documents, votre CATT, votre formation pratique. Et c'est ce que je disais tout à Voilà. l'heure, si vous opérez à l'étranger, vaut mieux éditer le BAPD avec les pièces justificatives. Et ça, c'est de la démarche qui est Oui. en ligne, mais parce qu'eux, ils connaissent pas forcément notre CATT national. Mais sinon, pour le reste, en France, avec un CATT formation pratique, il n'y a pas de problème. Ouais. C'était juste savoir s'il fallait vraiment le document ou si ça suffisait, c'était reconnu avec les anciens les diplômes de professionnels. Hum. Ok. Je lis la question dans le chat. Bah, le BAPD, oui, l'Open A2, je pense l'examen probablement fin avril 2022. Enfin, c'est la date qu'on a en tête. Et le CATPD, oui, courant 2023 probablement. Enfin, peut-être même fin 2022, on verra. Pas trop tôt, ça sert à rien. Et la question d'un peu au-dessus de Karine Schweitzer. Alors, si on est en zone de protection drone, si on est en zone Moraglo. Bah, en fait, le problème, c'est qu'un aérodrome, c'est une zone industrielle, hein. Et l'Open A3, on peut, si, enfin, on peut toujours demander. C'est comme le loisir avant, hein, même sur les aérodromes, on pouvait voler en catégorie ouverte à proximité d'un aérodrome avec l'accord des services du contrôle. Il y a vraiment pour l'ouvert, il y a vraiment que l'espace public en agglo qui est vraiment formellement interdit. Et encore, je dirais même, si vous allez voir la préfecture, ils ont moyen de l'autoriser puisqu'ils peuvent créer des zones dans lesquelles la catégorie ouverte est autorisée. Donc même ça, c'est pas totalement interdit. Par contre, pour le reste, en fait, le fonctionnement est le même qu'on soit en ouvert ou en spécifique. C'est des accords, des demandes et les conditions de pénétration de tel ou tel espace. Okay. Xavier Lave a une question. Si vous voulez bien, on va se donner encore 5 minutes pour les dernières questions avant de clôturer. Oui, oui, je disais, en fin de compte, juste pour les catégories ouvertes en zone en CTR militaire, elles n'ont pas le droit. Je crois que c'est pas formellement interdit. Après, est-ce que les Jusqu'au- militaires l'acceptent? Est-ce que les militaires l'acceptent? Je suis pas sûr. Mais je crois pas Ouais. que ce soit formellement interdit, non. Non. Pour moi, Je c'était pense qu'avec accord, avec accord. avec l'accord de ces termes militaires, on peut voler en catégorie ouverte. Je crois. Merci. Laurent? Oui, voilà, moi j'avais une petite question parce qu'on a parlé des missions et je sais qu'avec Philippe, on avait eu une info sur les zones d'exclusion des tiers. Qu'est-ce qu'il y a né sur ces zones d'exclusion des tiers, sur les nouvelles zones d'exclusion des tiers pour ces nouvelles missions? Pour les scénarios standards, les dimensionnements sont un peu différents, mais sinon le principe est le même. Vous pouvez pas avoir de personnes non impliquées dans votre zone. Alors ça s'appelle plus zone d'exclusion des tiers, mais bon, zone contrôlée au sol, voilà. Dans votre zone contrôlée au sol, vous pouvez pas avoir de personnes non impliquées dans l'opération. Mais sinon, pour le reste, les dimensions sont un peu différentes, mais Ouais, mais ouais. c'était justement ces dimensions-là qui m'inquiétaient un petit peu. C'était pour savoir si ça avait bougé ou si ça n'avait pas bougé. Parce que si j'avais bien compris, c'était le minimum, ça pouvait être 25 mètres en agglomération. 25 mètres en agglomération, c'est Alors, énorme. j'ai pas regardé le STS 01, encore une fois, faudrait aller voir dans le texte. Hein. Mais bon, tout ce qui est écrit dans la réglementation, ce sont les chiffres, hein. Voilà, il n'y a pas de. Voilà, donc, mais je ne me semblait pas que c'était 25 mètres. Je pensais qu'on pouvait descendre à 10 mètres, où il y avait une formule, il n'y avait pas une formule de 1 pour 1 ou quelque chose comme ça. Je peux regarder, on peut regarder rapidement, hein, mais. Pour un, c'est a priori en catégorie ouverte, mais en C'était catégorie l'ouvert, oui. Ouais. spécifique. Ouais, faudrait regarder, mais on n'a peut-être pas trop le temps là, mais. Francis, si tu veux passer à la dernière slide, s'il te plaît. Alors.
On avait, voilà, regarde, je sais pas si je vais partager, mais il y avait, si vous allez sur le règlement, vous avez STS 01. Alors, il y a des distances il y a des hauteurs de vol maximales. Si votre hauteur de vol dépasse pas 30 mètres et si votre drone fait moins de 10 kilos, c'est 10 mètres. Voilà. Et après, plus vous montez haut et plus votre drone est lourd, plus ça augmente et ça peut aller jusqu'à 60 mètres si vous volez à 120 mètres avec un drone de plus de 10 kilos. Voilà, mais le minimum, c'est 10 mètres et il me semble que c'était 10 mètres dans notre réglementation nationale aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc un drone, de toute façon, moins de 10 kilos, là aussi, il y a une différence. Le S3, oui, je ne l'ai pas mentionné, mais le S3, il était limité à 8 kilos. C'est pas le cas du STS 01 qui peut monter jusqu'à 25 kilos. Et donc, oui, oui, ça, c'est une différence qui est quand même assez notable. Ouais. Et donc, effectivement, on a des distances. 30 mètres, donc moins de 10 kilos, ce qui serait l'équivalent de ce qui se fait aujourd'hui. Si vous voulez à 30 mètres max, vous êtes à 10 mètres. 60 mètres, vous êtes à 15 mètres. 90 mètres, vous êtes à 20 mètres. J'ai pas l'impression que ce soit radicalement différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Ok. Écoutez, on essaie de tenir le délai. Si vous avez des questions, vous aurez une adresse mail où vous pouvez les poster et on essaiera dans la mesure du possible d'y répondre. Moi, ce que je voulais, c'était remercier Nicolas Marcoux de son intervention, sa participation. C'est vrai que avoir l'information comme ça à la source, c'est toujours préférable. Donc, merci beaucoup de nous avoir consacré. Je vous en prie, merci. C'était intéressant, ces échanges et les questions. Voilà. N'hésitez pas à retourner sur les pages web, drone du MTE, il y a plein de choses. Et puis, merci à tous pour votre participation. Et vous avez en dessous l'adresse europe@fédération-drone.org qui va vers moi. Et donc, si vous avez des questions sur le sujet de la transition, la réglementation européenne, je vous répondrai. J'essaierai de répondre à vos attentes. Et je vais redonner la parole à Francis pour clôturer, peut-être ouvrir vers la suite. Merci Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Philippe pour l'animation de ce webinaire très intéressant. Moi, je vous donne tous rendez-vous le 4 avril pour le prochain webinaire qui sera consacré aux constructeurs et à la certification des drones. Voilà. Donc, j'ai les emails de tous les participants ce soir. Vous aurez donc un message avec le lien pour télécharger le replay du webinaire. Merci encore à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.